En très peu de temps, le rythme des campus au Burkina Faso a basculé, comme si l'urgence s'était invitée dans les couloirs. Dans un Sahel marqué par la violence armée, le terrorisme, les tensions sociales et les tentatives de division, un choix dérange: placer des étudiants dans un cadre militaire structuré, sans armes, sans préparation au combat, sans endoctrinement politique. L'enjeu, selon ce récit, n'est pas de militariser la jeunesse, mais d'enseigner l'ordre, la responsabilité et le respect des règles, et Ibrahim Traoré y voit un pilier de souveraineté. Décision discrète, mais pari sur l'avenir civique et la stabilité sociale. La suite n'essaie pas de convaincre, elle clarifie ce qui se joue. Pour le spectateur, l'intérêt est simple: comprendre la discipline présentée comme prévention. Le cœur du débat n'est pas l'uniforme, mais la question de savoir si l'éducation peut rester neutre quand l'instabilité gagne les quartiers, les salles de classe et l'esprit des jeunes. Le récit insiste sur un contexte où des groupes terroristes ciblent les jeunes par manipulation, fausses promesses et frustration sociale, tandis que les difficultés économiques et la pression exposent à la drogue, à la violence et aux idéologies radicales. Dans un tel environnement, dit-il, l'indifférence devient vulnérabilité, et une université qui produit des diplômes sans civisme ni discipline fabrique des individus facilement influençables. Le programme est donc décrit comme une formation civique temporaire. Apprendre la ponctualité, l'autocontrôle, la coopération et l'idée que la liberté a des devoirs. Si cette logique échoue, la cohésion se fissure avant même l'ennemi extérieur. Si elle tient, la notion de protection sociale change de sens. La mini-révélation tient en deux notions souvent confondues. Militariser une jeunesse n'est pas la même chose qu'éduquer des citoyens par la discipline. Dans le discours officiel, cette distinction structure tout le raisonnement et explique pourquoi la mesure est présentée comme préventive plutôt que coercitive. Le Burkina Faso traverse l'une des périodes les plus éprouvantes de son histoire récente, marquée par la violence armée, le terrorisme et des tensions sociales persistantes. Dans cet environnement, l'avenir national ne se décide plus uniquement sur les lignes de front. Il se joue aussi dans les universités, les quartiers et dans l'esprit des jeunes exposés à la manipulation, aux récits simplificateurs et à la frustration économique. La région du Sahel, fragilisée depuis des années, offre un terrain où les réseaux extrémistes ciblent activement la jeunesse en promettant appartenance et sens. C'est dans ce contexte que s'inscrit la formation des étudiants dans un cadre militaire structuré. Contrairement aux accusations extérieures, le programme décrit n'inclut ni entraînement aux armes, ni préparation au combat, ni endoctrinement politique. Les étudiants suivent des horaires stricts, partagent dans les mêmes règles, mangent ensemble et vivent sous une discipline commune. Ce qu'ils apprennent, selon le récit, relève de l'ordre, de la responsabilité individuelle et du respect du collectif. L'argument central est que la neutralité n'est plus une protection. Dans un état fragile, l'indifférence devient une vulnérabilité. Une éducation coupée de la réalité sociale risque de produire des diplômés compétents, mais déconnectés, facilement influençables et divisibles. L'histoire est invoquée comme avertissement. Les sociétés s'effondrent souvent de l'intérieur avant de succomber à des ennemis extérieurs. Pour Ibrahim Traoré, l'éducation n'est donc pas un espace abstrait. Elle devient un pilier stratégique de la survie nationale, où la discipline est pensée comme un mécanisme de défense douce, destiné à renforcer la cohésion sociale et la résilience collective. Le dispositif prend forme à travers des scènes ordinaires plutôt que des déclarations politiques. Chaque matin, des étudiants issus d'horizons sociaux, régionaux et ethniques différents se lèvent à la même heure, suivent le même emploi du temps et acceptent les mêmes règles. Personne n'est au-dessus de la discipline. Cette égalité imposée par le cadre crée une expérience partagée rarement reproduite dans l'enseignement civil classique. Un premier micro-cas revient souvent dans le récit, l'apprentissage du temps. Les retards ont
des conséquences, les tâches inachevées affectent le groupe et l'effort individuel devient visible pour le collectif. Cette logique transforme la contrainte en responsabilité. La discipline n'est plus perçue comme une punition extérieure, mais comme un mécanisme qui protège l'ensemble. Un second micro-cas concerne la coexistence. Des étudiants qui, en temps normal, auraient peu d'interaction, apprennent à coopérer sous pression légère mais constante. Les différences ethniques, sociales ou régionales s'estompent lorsque tout le monde vit selon les mêmes règles. Cette homogénéité de traitement réduit les fractures internes souvent exploitées en période de crise. Le cadre militaire est ainsi décrit non pour sa violence mais pour sa capacité à instaurer de l'ordre là où les institutions civiles peinent parfois à l'imposer de manière cohérente. Ponctualité, respect de l'autorité, maîtrise de soi et coopération deviennent des habitudes quotidiennes plutôt que des principes abstraits. L'impact précoce mis en avant n'est pas idéologique, il est comportemental. Au fond, l'ordre quotidien devient un rempart contre le chaos social. Avant, l'université était décrite comme un espace largement séparé de la crise sécuritaire et sociale qui frappait le pays. Après Tchpeyi, elle devient l'un des lieux où cette crise est explicitement prise en compte. Ce basculement marque le point de départ d'une décision qui s'inscrit dans une séquence plus large, façonnée par l'instabilité persistante au Burkina Faso. L'activation du processus intervient dans un contexte où les groupes armés et extrémistes ciblent activement la jeunesse. La manipulation, les fausses promesses et l'exploitation de la frustration sociale deviennent des outils récurrents. Parallèlement, les difficultés économiques, le chômage et la pression des réseaux sociaux exposent de nombreux étudiants à la drogue, à la violence et à des récits radicaux qui promettent identité et appartenance. Dans ce cadre, l'éducation traditionnelle est jugée insuffisante pour répondre aux vulnérabilités nouvelles. D'abord, une première étape consiste à introduire une formation civique temporaire dans un environnement militaire structuré. Il ne s'agit pas d'un contrôle permanent des universités, mais d'une expérience limitée dans le temps. Les étudiants suivent des horaires stricts, vivent selon des règles communes et expérimentent une discipline identique pour tous. Aucun entraînement aux armes n'est mentionné. Aucun déploiement vers des zones de conflit. Le programme est présenté comme une immersion dans l'ordre plutôt que dans la violence. Le moment de tension apparaît lorsque cette approche est qualifiée, à l'extérieur du pays, de militarisation de la jeunesse. Le récit officiel répond par une distinction répétée. Militariser, c'est préparer au combat et à l'obéissance idéologique. Discipliner, c'est former le caractère, la responsabilité et la conscience civique. Cette opposition devient le cœur de l'argumentation. Elle structure les prises de parole et sert de ligne de défense face aux critiques. La phase de réplique s'appuie sur l'histoire et l'expérience régionale. Les sociétés fragiles, affirme-t-on, s'effondrent rarement uniquement sous la pression extérieure. Elles se désagrègent d'abord à cause de la confusion interne, de la perte de repères et de la fragmentation sociale. Dans ce contexte, investir dans le caractère de la jeunesse est présenté comme aussi crucial que renforcer les forces de sécurité. C'est ici que la vision d'Ibrahim Traoré est explicitement intégrée. Pour lui, l'éducation ne peut être dissociée de la survie nationale. Une génération instruite mais indisciplinée serait, selon cette logique, une faiblesse stratégique. La discipline est donc décrite comme un mécanisme de prévention, une défense douce destinée à renforcer la colonne vertébrale morale de la nation et à éviter que la frustration ne se transforme en chaos. Au point de départ, l'éducation universitaire est décrite comme centrée presque exclusivement sur les diplômes et la transmission de connaissances techniques. Après l'introduction du cadre disciplinaire, l'accent se déplace vers le comportement, la responsabilité et la cohésion. Cette transition constitue le cœur de la démonstration, même en l'absence de mesures chiffrées formelles. Le premier élément de preuve est organisationnel. Le récit insiste sur une rupture avec la fragmentation habituelle des parcours étudiants. Avant, les rythmes étaient hétérogènes, les règles variables selon les institutions et l'application inégale. Après, tous suivent le même emploi du temps, acceptent les mêmes règles
et vivent sous une discipline identique. Cette standardisation est présentée comme un correctif à l'arbitraire et à l'irrégularité, souvent exploitée dans les contextes de crise. Le deuxième élément est comportemental. Les étudiants apprennent à gérer le temps, à contrôler leurs impulsions et à comprendre que leurs actions ont des conséquences collectives. Là où l'enseignement civil peine parfois à traduire les valeurs civiques en pratiques concrètes, le cadre militaire impose des routines quotidiennes. La discipline devient progressive et intériorisée, non imposée par la contrainte permanente. Cette évolution est décrite comme un passage du chaos potentiel vers une stabilité minimale. Le troisième élément concerne la vulnérabilité sociale. Le discours établit un lien direct entre absence de structure et exposition accrue au réseau criminel, à la manipulation idéologique et à l'extrémisme. A l'inverse, un environnement structuré est présenté comme un filtre protecteur. Il ne supprime pas les difficultés économiques ni les frustrations sociales, mais il réduit leur capacité à se transformer en comportement destructeur. La discipline agit ici comme une prévention, non comme une sanction. Ces preuves restent qualitatives, mais elles s'appuient sur une logique répétée. L'ordre favorise la stabilité. La stabilité permet la réflexion critique. La réflexion critique limite la manipulation. Cette chaîne causale est centrale dans l'argumentation. Elle justifie le choix d'un milieu militaire, non pour sa dimension martiale, mais pour sa capacité à produire des habitudes que les institutions civiles ont du mal à maintenir de façon cohérente. Enfin, le récit insiste sur une idée clé. La liberté n'est pas présentée comme opposée à la discipline. Elle devient significative lorsqu'elle s'exerce à l'intérieur de règles partagées. Dans un état fragilisé, cette redéfinition de la liberté constitue le principal delta entre l'éducation traditionnelle et l'approche adoptée. Le premier argument opposé avance que placer des étudiants dans un environnement militaire, même sans armes, normalise l'autorité et habitue la jeunesse à l'obéissance. Selon cette lecture, la discipline imposée risquerait d'affaiblir l'esprit critique et de préparer le terrain à des dérives autoritaires. L'université, dit Smontings et critiques, devrait rester un espace de débat, de contestation et de liberté intellectuelle, précisément pour éviter la confusion entre civisme et soumission. Le second argument soutient que la militarisation symbolique peut produire l'effet inverse de celui recherché. En associant l'éducation à un cadre perçu comme rigide, l'État risquerait de provoquer méfiance et résistance latente. Dans des sociétés jeunes et sous pression, cette contrainte pourrait alimenter une frustration silencieuse, puis se retourner contre les institutions elles-mêmes. Le risque évoqué est celui d'une paix apparente, mais fragile, reposant sur la discipline plus que sur l'adhésion. La réponse apportée par le récit repose sur une distinction systématique entre discipline et violence, entre structure et endoctrinement. Le programme décrit est présenté comme temporaire, civique et non idéologique. Il ne prépare pas au combat, n'impose pas de loyauté politique et n'efface pas le débat. Il cherche à créer un socle commun de règles, de responsabilité et de respect du collectif, préalable au désaccord constructif. L'argument central est contextuel. Dans un environnement marqué par le terrorisme, la désinformation et la fragmentation sociale, l'absence de structure est décrite comme plus dangereuse que l'excès de cadre. Le récit affirme que la discipline ne remplace pas la pensée critique, mais la rend possible en réduisant le chaos émotionnel et la manipulation. L'objectif n'est pas l'obéissance aveugle, mais la résilience collective face aux pressions internes et externes. Le point de bascule du récit apparaît ici. Jusqu'à présent, la formation dans un cadre militaire pouvait être lue comme une réponse tactique à une crise sécuritaire. La révélation est ailleurs. La discipline n'est décrite que comme un moyen transitoire, pas comme une fin en soi. Elle sert à créer les conditions d'une responsabilité durable, capable de survivre en dehors du cadre imposé. Cette lecture change l'angle. Le programme n'est plus présenté comme une mesure exceptionnelle liée à l'urgence, mais comme un investissement dans le caractère. L'idée centrale est que la stabilité sociale ne peut pas être maintenue uniquement par la force ou les institutions. Elle repose sur des comportements intériorisés, acquis tôt, puis reproduits dans la vie civile. C'est à ce niveau que la vision d'Ibrahim Traoré
est explicitement reliée au projet éducatif. L'éducation est pensée comme un pilier stratégique de la souveraineté, au même titre que la sécurité ou l'économie. Une jeunesse disciplinée n'est pas décrite comme silencieuse, mais comme moins vulnérable à la manipulation émotionnelle, à la désinformation et aux récits de division. La révélation de mi-parcours est donc simple mais structurante. Ce qui est recherché n'est pas l'obéissance, mais la résilience. Et cette résilience commence bien avant les crises visibles. Les effets décrits de cette approche sont présentés à travers plusieurs niveaux d'impact, chacun touchant un groupe différent de la société. Le premier niveau concerne les institutions nationales NN. Une jeunesse formée à la discipline est décrite comme plus prévisible dans ses comportements collectifs, ce qui réduit le risque de désordre soudain. Pour l'État, cela signifie moins de tensions internes à gérer en parallèle des menaces sécuritaires. L'argument avancé était que la stabilité sociale agit comme un multiplicateur de capacités institutionnelles en libérant des ressources et de l'attention pour d'autres priorités nationales. Le deuxième niveau touche le tissu économique et les acteurs privés, DN. Dans le récit, l'ordre et la ponctualité acquis dans le cadre disciplinaire sont présentés comme transférables au monde du travail. Une main-d'œuvre plus structurée, habituée aux règles et à la coopération, est supposée réduire les coûts liés à l'absentéisme, aux conflits internes et à l'inefficacité organisationnelle. Même sans chiffre précis, la logique est claire. La discipline quotidienne devient un capital invisible qui soutient la productivité et la confiance. Le troisième niveau concerne les individus et les étudiants eux-mêmes, ND. L'expérience partagée est décrite comme un filtre comportemental. Les jeunes apprennent à gérer la pression, à distinguer participation civique et agitation destructrice, et à mesurer les conséquences collectives de leurs actes. Cette transformation est présentée comme une protection contre la manipulation émotionnelle, les réseaux criminels et les idéologies radicales qui prospèrent sur le chaos et la frustration. La discipline devient alors un outil d'autonomie plutôt qu'une contrainte extérieure. Enfin, le quatrième niveau touche la cohésion régionale et communautaire, KKV. En vivant sous les mêmes règles, des étudiants de régions, d'ethnies et de milieux sociaux différents développent une solidarité pratique. Cette unité est décrite comme un antidote aux divisions internes, souvent exploitées en période de crise. La stabilité locale renforce la stabilité nationale, créant un cercle vertueux. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré n'apparaît pas seulement comme un décideur sécuritaire, mais comme l'artisan d'un pari social. Transformer la discipline en infrastructure civique capable de produire des effets durables bien au-delà des campus. Pour commencer, imaginons le scénario le plus probable. Suppose que la formation civique disciplinaire se maintient sans expansion majeure ni retrait brutal. Dans ce cas, les effets restent progressifs et inégaux. Certains étudiants intègrent durablement les habitudes de ponctualité, de coopération et de responsabilité, tandis que d'autres les abandonnent une fois sortis du cadre. La stabilité sociale bénéficie d'un amortissement modéré, suffisant pour réduire certaines tensions, mais insuffisant pour transformer en profondeur la relation entre jeunesse et institution. Dans une version plus favorable des événements, repose sur une appropriation plus large des principes inculqués. La discipline est alors perçue non comme une contrainte transitoire, mais comme une compétence civique transférable. Les étudiants deviennent des relais informels de ces normes dans leur communauté, leur lieu de travail et leurs réseaux sociaux. Dans cette trajectoire, la cohésion sociale s'améliore sensiblement et la capacité des acteurs externes à exploiter la frustration diminue. La prévention l'emporte sur la réaction. A l'inverse, si les choses tournent moins bien, envisage un rejet croissant du programme. Si la formation est perçue comme déconnectée des réalités économiques ou comme une charge supplémentaire sans débouché concret, elle peut nourrir une frustration latente. Dans ce cas, la discipline imposée perd sa légitimité et les tensions qu'elle devait prévenir réapparaissent sous d'autres formes. La mesure devient alors symbolique, voire contre-productive. La recommandation cognitive proposée est simple. Évaluer cette politique non à l'aune de l'adhésion immédiate, mais de sa capacité à réduire la vulnérabilité sociale sur la durée. La question centrale n'est pas de savoir si la discipline plaît, mais si elle protège.
À ce stade, l'enjeu cesse d'être abstrait et se rapproche de l'expérience quotidienne du spectateur. Que l'on soit étudiant, parent, enseignant ou simple citoyen, la question posée par cette approche éducative touche à la manière dont chacun perçoit la discipline et la responsabilité dans sa propre vie sociale. Le récit suggère que l'instabilité collective n'apparaît pas soudainement, mais s'accumule à partir de petits manques répétés, retards tolérés, règles contournées, responsabilités diluées. Pour les étudiants, l'impact évoqué est celui d'un apprentissage rarement formalisé. Gérer la pression, accepter les limites et comprendre que la liberté s'exerce dans un cadre partagé. Ces compétences ne sont pas présentées comme idéologiques, mais comme pratiques utiles bien au-delà du contexte universitaire. Elles conditionnent la capacité à travailler en équipe, à résoudre des conflits et à résister aux récits simplificateurs qui exploitent la colère ou la frustration. Pour les familles et les éducateurs, le message est différent mais complémentaire. La discipline n'est pas décrite comme une punition imposée d'en haut, mais comme un outil de prévention sociale. Elle réduit la probabilité que les jeunes cherchent un sentiment d'appartenance dans des réseaux violents ou manipulateurs. L'ordre quotidien devient alors une forme de protection indirecte. Deux pistes émergent implicitement. D'abord, interroger la place réelle accordée au civisme et à la responsabilité dans les parcours éducatifs ordinaires. Ensuite, observer si les sociétés fragiles peuvent se permettre une éducation détachée des risques concrets qui les entourent. Pour que cette logique s'ancre durablement, plusieurs étapes complémentaires sont décrites afin de renforcer la discipline sans la figer. D'abord, une première étape relève de l'État et des autorités éducatives. Il s'agit de définir clairement le caractère temporaire et civique de la formation avec un calendrier précis et des objectifs limités. La réussite se mesure ici à la clarté du cadre et à l'absence de dérive vers une militarisation permanente des universités. Ensuite, une deuxième étape concerne les institutions universitaires. Elles doivent assurer la continuité entre l'expérience disciplinaire et la vie académique ordinaire. Cela implique d'intégrer des règles communes, des mécanismes de responsabilité collective et des espaces de dialogue. Le critère d'évaluation devient alors la cohérence entre discours civique et pratiques quotidiennes sur les campus. Puis, une troisième étape implique les étudiants eux-mêmes. Leur rôle n'est pas l'obéissance passive, mais l'appropriation des règles comme outil de stabilité. La mesure du succès passe par des comportements observables, respect des horaires, coopération accrue et réduction des conflits internes. Après cela, une quatrième étape touche la société civile et les familles. Elles sont appelées à relayer et normaliser ces comportements en dehors du cadre institutionnel. La discipline n'est efficace que si elle survit à la sortie du dispositif. Dans cette logique, Ibrahim Traoré présente l'éducation civique comme une chaîne continue, où chaque acteur porte une part de responsabilité. L'objectif final n'est pas l'ordre pour l'ordre, mais une stabilité mesurable par la résilience sociale. Le récit revient là où il a commencé, dans ces scènes ordinaires devenues symboliques. Les réveils à l'aube, les files silencieuses, les horaires respectés et les règles partagées ne sont plus seulement des détails organisationnels. Ils incarnent une tentative de répondre à une crise invisible, celle de la cohésion sociale menacée, avant même que les conflits ouverts ne l'emportent quand même. Ce qui paraissait rigide au départ prend ici une autre signification, celle d'un effort pour reconstruire des repères communs. L'émotion ne vient pas de la force, mais de la fragilité reconnue. Une société confrontée au terrorisme, à la désinformation et à la pression économique admet qu'elle ne peut compter uniquement sur les armes ou les institutions. Elle doit aussi investir dans le caractère, la retenue et la responsabilité de sa jeunesse. Cette reconnaissance traverse tout le récit et en constitue le fil conducteur. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré est présenté moins comme un chef militaire que comme un décideur obsédé par la prévention du chaos intérieur. Sa vision relie discipline et dignité nationale, non pour étouffer les voix, mais pour éviter qu'elles soient détournées ou instrumentalisées. La formation décrite devient alors un symbole, celui d'un pari sur la maturité plutôt que sur la contrainte.
Et l'idée essentielle est la suivante. Une nation se protège d'abord de l'intérieur. La question laissée en suspens dépasse largement le cas du Burkina Faso. Elle touche à un dilemme auquel de nombreuses sociétés fragilisées sont confrontées. Comment préserver la liberté sans laisser l'absence de règles ouvrir la voie au désordre? Le récit proposé ne cherche pas à offrir une réponse universelle, mais à poser un cadre de réflexion ancré dans une réalité concrète. Former des étudiants dans un environnement discipliné est présenté ici non comme une fin, mais comme un outil parmi d'autres pour protéger le tissu social. Cette approche invite à reconsidérer les catégories habituelles opposant autorité et liberté, sécurité et éducation. Elle suggère que dans certains contextes, ces notions ne s'excluent pas, mais se complètent. L'enjeu final concerne le rôle de la jeunesse dans la stabilité à long terme. Une génération consciente de ses responsabilités peut-elle devenir un rempart contre la manipulation, la division et le chaos, ou le risque de dérive reste-t-il trop élevé pour justifier un tel pari? La réflexion est désormais ouverte. Elle ne demande pas une adhésion immédiate, mais un examen lucide de ce que signifie réellement protéger l'avenir collectif.